Salut tout le monde. Ce soir, nous vous emmenons doucement dans un monde de couloirs cirés, de rideaux épais et de chandelles qui sentent la cire tiède et la patience. Vous êtes là, au présent, presque à portée de main, d'un grand palais où l'on parle bas, où l'on marche sans se presser et où l'on apprend dès l'enfance à sourire comme si c'était un métier à plein temps. Vous sentez l'air d'hiver entrer par une fenêtre trop haute. Vous entendez au loin un clavecin qui essaie d'être joyeux. Il y arrive, mais seulement à moitié, comme vous un lundi matin. Et au milieu de tout ça, vous suivez une jeune archiduchesse qui n'a rien demandé, sauf peut-être une minute de tranquillité et un chocolat chaud. Spoiler, vous ne survivrez probablement pas à ça. Pas au froid, pas aux règles, pas à la pression, et surtout pas au fait qu'on peut vous juger pour la manière dont vous tenez une tasse. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant que vous vous installez, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aime imaginer une petite carte du monde qui s'endort à des rythmes différents. On respire ensemble, très lentement, comme si l'air avait le temps. Et maintenant, petit compte à rebours pour que votre cerveau arrête de courir partout. 3. Vos épaules descendent. 2. Votre mâchoire se desserre. 1. Vos pensées arrêtent de faire la vaisselle en avance. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes à Vienne, dans un univers qui ressemble à une boîte à musique géante. Schönbrunn, les appartements, les salons, les jardins taillés au cordeau comme si la nature avait reçu un règlement intérieur. Dans cette cour des Habsbourg, on vit entouré de velours, de cérémonies, de portraits officiels où personne ne rigole jamais, parce que la joie, apparemment, n'était pas encore passée par le protocole. Vous glissez dans un couloir, et ça sent un mélange de cire, de bois chaud et de linge propre. Le genre d'odeur qui dit « Ici, même la poussière a une fonction ». Au centre de votre attention, il y a Maria Antonia. Vous la connaîtrez plus tard sous un nom beaucoup plus lourd à porter. Mais pour l'instant, c'est une enfant parmi d'autres. Et, parmi d'autres, ce n'est pas une façon de parler. Dans cette famille, les enfants arrivent en série, comme si la dynastie fonctionnait à l'abonnement. C'est presque comique, si l'on oublie que chacun a déjà un destin assigné avant même de savoir lasser ses chaussures. Vous la voyez grandir sous l'œil d'une mère qui gouverne autant qu'elle materne, Marie-Thérèse. Une femme de pouvoir, une femme de chiffres, de lettres, de décisions. Une mère qui aime, oui, mais qui aime avec un sens aigu de l'intérêt politique, comme si l'affection devait toujours avoir une signature au bas du contrat. Vous marchez derrière l'enfant et vous remarquez les petites choses, la façon dont elle court dans une galerie quand personne ne regarde, la façon dont elle se redresse d'un coup dès qu'un adulte important apparaît. Elle apprend très tôt l'art de la transformation instantanée. Être un moineau la seconde d'avant, puis une statue la seconde d'après. Elle reçoit l'éducation d'une archiduchesse, ce qui sonne noble, mais qui ressemble souvent à une longue liste de choses à ne pas faire. Langue, musique, danse, religion, maintien, et surtout, l'art de représenter. Les leçons s'empilent, et vous sentez la fatigue douce de quelqu'un qui apprend à devenir un symbole plutôt qu'une personne. Historiquement, c'est là un fait majeur. Dans l'Europe du XVIIIe siècle, les mariages royaux sont des traités vivants. Une princesse, ce n'est pas seulement une jeune fille, c'est une alliance, un pont, une poignée de main entre empires. Et vous, tranquillement, vous contemplez cette réalité comme on regarde une horloge, fascinante, inexorable et un peu cruelle dans son calme. Pourtant, la petite Marie Antonia n'est pas une héroïne glacée, pas une figure déjà sculptée dans le marbre. Elle est, comment dire, imparfaite, vivante, un peu distraite. Elle aime certains plaisirs simples, les animaux, les jeux, les moments où le protocole se met en pause. Vous la voyez rire, parfois, d'un rire qui ne sait pas encore qu'il sera un jour disséqué par des milliers de regards. Et puis il y a les détails bizarres, les anecdotes de bord de couloir, les petites choses que l'histoire garde comme un bouton de manchette oublié.
Par exemple, vous apprenez que l'on suit la santé et l'apparence des enfants royaux avec une minutie presque comique. La dentition, la posture, la prononciation. Tout est noté, commenté, envoyé par courrier. Et dans ce monde, les lettres voyagent comme des oiseaux, rapides, régulières, pleines de recommandations. On peut passer une après-midi entière à discuter de la bonne façon de se tenir, comme si le dos droit était une vertu théologique. Vous traversez les jardins. Il fait frais, les arbres sont alignés. Les statues vous regardent sans rien dire, ce qui est leur principal talent. La cour de Vienne, à ce stade, est une machine bien huilée. Et vous sentez un léger paradoxe. Plus tout est organisé, plus l'enfance doit se faufiler dans les interstices. Maria Antonia se faufile justement. Elle n'est pas la plus appliquée, pas la plus studieuse. Elle est charmante, et parfois cela suffit. Mais vous savez déjà que le charme est une monnaie dont la valeur peut s'effondrer sans prévenir. Un jour, sans que le ciel change de couleur, l'idée devient une certitude. Elle partira. Parce qu'une alliance majeure se prépare entre l'Autriche et la France. C'est le grand fait historique de cette section. Après des rivalités et des guerres, les deux puissances cherchent à cimenter une nouvelle entente. Et pour sceller ce changement, on choisit une enfant. Vous marchez dans les couloirs, et soudain, l'air semble plus lourd. Pas dramatique, non, plutôt administratif. Comme si le destin arrivait sous forme de dossier, relié avec des rubans. On commence à la préparer. On ajuste son éducation, on insiste davantage sur le français, sur les manières qui conviendront à Versailles, sur l'art de plaire sans trop exister. Vous la voyez essayer des phrases, répéter une révérence, corriger une intonation. Le français devient une seconde peau qu'on lui coude sur le corps. C'est doux, c'est poli, c'est un peu artificiel. Et puis arrive l'un des moments les plus étranges, presque rituels, la transformation officielle. On parle de dentition, de coiffure, de robe, de tout ce qui fait princesse française, plutôt que archiduchesse autrichienne. Ce n'est pas seulement un changement de garde-robe, c'est un changement d'identité. Le monde entier, ou du moins les cours européennes, considèrent que l'apparence est une forme de langage diplomatique. Vous sentez la lourdeur des étoffes, le froissement des jupes, l'odeur des poudres et des parfums qui tentent de masquer la peur. Vous marchez avec elle vers le moment du départ, et la scène devient très concrète. Des valises, des caisses, des rubans, des objets choisis pour représenter autant que pour servir. Un départ royal n'est pas une fuite, c'est une procession. Il y a des regards, des larmes contenues et des phrases parfaitement prononcées. Vous entendez le cliquetis des bijoux, le murmure des gens qui s'inclinent, l'écho d'un pas dans un grand escalier. Et malgré tout, au milieu de ce théâtre, il y a une jeune fille qui doit dire au revoir à un monde qu'elle connaît, pour entrer dans un autre qui la dévorera de règles. On raconte que l'on surveille jusqu'aux détails les plus intimes de l'adaptation d'une princesse étrangère. Son accent, ses habitudes, ses fréquentations, ses goûts, comme si chaque préférence personnelle pouvait devenir une affaire d'État. Vous trouvez ça presque attendrissant dans sa rigidité. Imaginez une Europe entière, très sérieuse, très adulte, paniquée à l'idée qu'une jeune fille préfère une boisson plutôt qu'une autre. Le carrosse est là. Les chevaux soufflent un nuage blanc dans l'air froid. Vous sentez la vibration du cuir, le poids du silence. Elle monte. Vous montez avec elle, du moins dans l'imagination. Vous vous installez dans ce rythme lent des roues qui commencent à tourner. Et pendant que la route s'étire, vous comprenez l'essentiel. Elle ne part pas seulement vers la France. Elle part vers une fonction, vers un rôle, vers une scène où le moindre faux pas sera commenté comme un événement cosmique. Vous laissez Vienne derrière vous, doucement comme on referme un livre en gardant le doigt sur la page. Les lanternes deviennent des points de lumière. Le palais s'éloigne. Et vous sentez déjà, très légèrement, l'ombre d'un futur où les berceaux et les couronnes se répondront. Mais pour l'instant, vous restez ici, dans le trajet, dans cette transition lente, presque hypnotique. Le monde se balance au rythme du carrosse.
et vos paupières aussi. Vous arrivez en France comme on arrive dans une pièce déjà remplie de monde. Trop de regards, trop de parfums, trop de silence poli. Le carrosse finit par ralentir et le bruit des roues sur la route laisse place à une sorte de respiration collective, comme si tout le royaume retenait son souffle pour vous observer. Vous, et surtout elle, la nouvelle venue qu'on va bientôt appeler Marie-Antoinette. L'air est différent ici. Moins sec, plus chargé, une humidité qui s'accroche aux tissus et aux cheveux poudrés. Et au loin, Versailles apparaît avec sa logique propre, une logique qui consiste à faire croire que l'univers a été construit autour d'un couloir. Vous traînez avec elle dans un tourbillon très doux et très absurde. On vous explique où regarder, comment sourire, quand vous taire, et comment ne surtout pas paraître surpris quand 3 personnes s'approchent pour vous aider à faire quelque chose de parfaitement banal. Dans ce monde, même ouvrir une porte peut devenir une affaire collective, presque un sport d'équipe. Marie-Antoinette devient dauphine, épouse du futur Louis XVI. Un mariage qui n'est pas d'abord un mariage, mais une alliance. Vous sentez l'étiquette se refermer comme une couverture lourde. Et pourtant, la jeune femme, encore adolescente, essaie de respirer là-dedans. Vous la voyez s'accrocher à de petites choses, un moment de musique, un rire rapide, un instant où l'on oublie d'être observé. C'est déjà un combat tranquille, rester une personne dans un palais qui préfère les fonctions. Versailles, vous le découvrez à travers les sensations. Le matin, l'odeur du feu qu'on rallume. Le soir, les corridors froids malgré les tentures. La lumière des bougies qui fait trembler les dorures comme si le décor avait des émotions. Vous vous surprenez à écouter les pas, tantôt rapides, tantôt feutrés, tantôt parfaitement calculés. Ici, on marche comme on parle, avec prudence et toujours à portée d'oreille de quelqu'un d'autre. L'étiquette, c'est une langue étrangère. On vous la traduit en gestes, se lever à telle heure, se présenter à telle personne, porter telle robe, ne pas répéter trop souvent un compliment, mais ne jamais oublier d'en placer un. Il existe des rangs, des préséances, des droits d'approcher. Parfois, la règle est si spécifique qu'elle en devient presque poétique, comme une recette de cuisine trop précise. Oui, c'est ridicule. Et oui, c'est exactement pour ça que Versailles fonctionne, parce que tout le monde fait semblant que ce n'est pas ridicule. Et Marie-Antoinette, vous la voyez apprendre. Elle arrive avec un accent, des habitudes, une spontanéité viennoise qui fait lever quelques sourcils. On lui rappelle, gentiment mais fermement, qu'elle n'est plus chez elle. Vous sentez la solitude particulière de quelqu'un entouré en permanence. On ne la laisse jamais seule, et pourtant elle est souvent seule. Les dames, les courtisans, les serviteurs, tout un peuple miniature gravite autour d'elle, mais peu cherchent vraiment à la connaître. Ils veulent savoir ce qu'elle représente. Ils veulent interpréter chaque détail comme un signe politique. Vous êtes là pendant les cérémonies, les présentations, les heures où l'on s'incline tellement qu'on finit par se demander si l'ostéopathie a été inventée uniquement pour la cour. Elle sourit. Vous aussi, d'une certaine façon. Un sourire intérieur, fatigué. Et au fond, c'est ça, l'ambiance, une fatigue élégante. On s'épuise avec style. La cour de Versailles est un instrument de pouvoir conçu pour centraliser la noblesse autour du roi, l'occuper, la contrôler. Le luxe n'est pas seulement du luxe, c'est une stratégie. Vous le sentez lorsque les courtisans se disputent un regard, une place à table, le droit de tenir un chandelier à 10 mètres d'une personne importante. La hiérarchie est si fine qu'elle se mesure à la distance. Et vous avez envie de vous asseoir quelque part et de ne plus bouger, ce qui est une pensée très moderne et très incompatible avec le XVIIIe siècle. Marie-Antoinette cherche des bulles d'air. Elle découvre la danse comme une échappatoire, la musique comme un refuge. Elle aime le théâtre, l'opéra, les soirées où l'on peut enfin faire semblant d'être vivant plutôt que seulement correct. Son goût, parfois, choque les plus sévères. Trop jeune, trop enthousiaste, trop nouveau. Mais l'enthousiasme est une force, même quand il est mal vu. Vous remarquez aussi un autre bruit, le bruit des murmures. À Versailles, les rumeurs ne naissent pas, elles se fabriquent.
Elles passent d'une bouche à l'autre comme des rubans qu'on se prête, et elles se transforment en route. On commande sa coiffure, ses amis, ses dépenses, ses habitudes. Même ces silences deviennent des récits. Vous apprenez très vite que le palais possède un écosystème propre, où l'information est une monnaie plus précieuse que l'or. Et là, doucement, une anecdote marginale vient se poser, étrange et presque mignonne, malgré son côté intrusif. Le rituel du lever, ce moment où la journée commence sous les yeux d'autres personnes. On ne se lève pas, on est levé. L'idée même d'avoir une matinée tranquille, de se réveiller, de s'étirer, de regarder par la fenêtre, c'est un luxe inconcevable. Vous imaginez la scène, un rideau s'ouvre, une pièce se remplit, et la jeune dauphine doit naviguer dans l'ordre des privilèges. Qui a le droit de lui passer une chemise? Qui a le droit de lui tendre un ruban? Qui a le droit d'être là au moment où elle devient, officiellement, une personne éveillée? Malgré tout, elle essaie. Et vous la suivez dans les jardins, là où l'air est moins saturé de présence humaine. Les allées sont grandes, les fontaines chuchotent, les arbres s'alignent comme des phrases bien écrites. Elle marche un peu plus vite quand personne ne l'arrête pour lui parler. Vous sentez son désir de liberté comme une brise discrète. Elle n'est pas encore la figure que l'histoire voudra peindre. Elle est encore quelqu'un qui s'adapte, qui cherche, qui se protège avec l'insouciance comme on met un châle sur les épaules. Et pourtant, sous cette insouciance, une pression invisible s'installe. La nécessité de réussir son rôle. À Versailles, la reine, et même la dauphine, n'est pas seulement une femme, elle est une promesse de descendance. On attend, on observe, on calcule. Vous sentez la cour se pencher vers l'avenir, comme vers un berceau qu'on n'a pas encore posé. Les regards deviennent plus insistants, les conversations plus précises, la solitude plus aiguë. Vous terminez cette section comme on termine une promenade trop courte, en sentant que le décor est magnifique, mais que l'air manque un peu. Marie-Antoinette apprend à respirer dans une pièce trop pleine. Elle sourit, elle joue son rôle, elle essaie de se fabriquer des moments à elle au milieu de l'étiquette. Et vous, doucement, vous suivez son pas, un pas après l'autre, dans ce palais où même le temps semble porter une perruque. Vous continuez à marcher dans Versailles comme dans un rêve où les couloirs se replient sur eux-mêmes et où chaque porte mène à une autre porte, puis à une autre. Le palais vous berce presque. Mais il y a, sous la dorure, une question qui ne berce personne. Une question qui s'invite partout, dans les salons, dans les soupers, dans les lettres, dans les sourires trop étudiés. Elle n'a l'air de rien, posée poliment, avec des éventails et des mines innocentes. Et pourtant, c'est la question la plus lourde du royaume. Alors, ça avance. Vous êtes là, à côté d'elle, à côté de lui aussi. Louis-Auguste, le dauphin. Un jeune homme réservé, sérieux, pas franchement du genre à entrer dans une pièce en criant « Me voici ». Plutôt du genre à entrer en s'excusant d'exister. Il aime les choses qui se tiennent tranquilles. Les livres, les cartes, les outils. Il a un esprit minutieux, presque artisanal. Vous le voyez parfois plus à l'aise devant une serrure à démonter que devant un salon rempli de duchesses. Et elle, Marie-Antoinette, encore si jeune, apprend à sourire au milieu d'une attente qui s'allonge comme une ombre au soleil couchant. Le mariage est célébré, grand, officiel, impeccable. Les rubans, les bénédictions, les acclamations. Tout ce qui fait un événement historique. Mais ensuite, derrière les rideaux, dans le quotidien, quelque chose bloque. Pas forcément par drame, plutôt par maladresse, timidité, inexpérience et un ensemble de pressions qui rendent la simplicité impossible. Pendant plusieurs années, le mariage n'est pas consommé. Et dans une monarchie, ce n'est pas un détail intime, c'est un sujet d'État. La cour devient une longue oreille collée à la porte. Les ambassadeurs prennent des notes, les maires écrivent des lettres, les médecins s'éclaircissent la gorge. Tout le monde a une hypothèse, souvent énoncée avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais été invité dans la chambre, et pourtant parle comme s'il y avait rangé ses chaussons. Vous suivez Marie-Antoinette à travers ces journées où l'on doit être souriante, charmante, présente,
tout en portant une question invisible sur les épaules. Elle rit encore. Oui, elle danse, elle joue son rôle, mais vous sentez une tension fine, comme un fil de soie trop tendu. Elle est observée de près, et pas seulement pour ses robes. On examine ses réactions, ses amitiés, sa capacité à produire l'avenir du pays. C'est une pression qui ne crie pas. Elle chuchote. Et le chuchotement, à Versailles, est plus puissant qu'un tambour. La mécanique des rumeurs se perfectionne. Vous entendez des phrases qui commencent par « on dit que ». Et « on » à Versailles est une entité presque divine, omnisciente, infatigable, toujours disponible. Deuxième blague légère. Vous imaginez « on » comme un petit personnage en perruque, assis sur un tabouret qui prend des notes en continu sans jamais dormir. On ne mange pas. On ne se trompe jamais, évidemment. On est là pour vous rappeler que la tranquillité est une légende. Louis-Auguste, lui, semble reculer devant le théâtre que sa propre vie est devenue. Il est dauphin, donc futur roi, donc censé incarner la solidité. Mais la solidité, chez lui, ressemble parfois à une sorte de retrait. Il n'est pas cruel. Il n'est pas indifférent. Il est encombré par lui-même. Vous le voyez dans sa manière de parler, prudente, lente, avec des pauses où l'on entend presque ses pensées mettre leurs chaussures. Il a une forme de gentillesse qui ne sait pas très bien comment se montrer. Et vous êtes coincé entre eux, comme une présence invisible qui observe sans juger trop fort, parce qu'on s'endort mieux quand on ne juge pas trop fort. Vous remarquez les détails qui échappent au grand récit, la manière dont ils se croisent dans un couloir, un salut trop poli, un sourire qui arrive une seconde trop tard. Le mariage, pour eux, n'est pas encore une intimité. C'est un protocole qui cherche sa respiration. Puis, il y a l'anecdote insolite, celle qui résume Versailles comme un petit bonbon étrange, le rituel du coucher. Dans les grandes familles royales, on accompagne officiellement le couple jusqu'à la chambre. Vous entendez le froissement des tissus, les pas qui s'approchent, et tout un groupe de personnes très bien élevées qui se comportent comme si suivre deux jeunes mariés jusqu'au lit était une chose parfaitement normale. On discute, on plaisante, on observe l'ordre des préséances jusqu'au seuil même de l'intime. Et quand enfin la porte se ferme, le palais entier semble coller l'oreille au bois. Dans ce climat, les lettres deviennent des cordes tendues entre Vienne et Versailles. La mère de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse, suit tout avec une attention presque chirurgicale. On lui rapporte les moindres détails, l'humeur de sa fille, l'attitude du dauphin, les bruits de la cour, et vous sentez le rôle d'un certain regard extérieur, celui d'un ambassadeur, d'un conseiller, d'un observateur officiel qui décrit, semaine après semaine, l'avancée de rien. Imaginez, des dépêches diplomatiques où l'on parle avec gravité d'un non-événement, comme si l'histoire retenait sa respiration et que tout le monde comptait les secondes. Marie-Antoinette, elle, essaie de composer. Elle est jeune, étrangère, scrutée. Elle apprend à se défendre avec ce qu'elle a. Le charme, l'humour, la danse, le mouvement. Parfois, elle se montre impatiente. Parfois, elle se montre enfantine. Parfois, elle se montre courageuse sans le savoir, en continuant simplement à paraître légère. Vous la voyez se réfugier dans les fêtes, dans la musique, dans le fait de ne pas rester immobile. Parce que rester immobile, c'est laisser les rumeurs vous attraper. Et le palais, lui, continue de produire ses commentaires comme une horloge produit des tic-tac. Les dames s'échangent des petites phrases à mi-voix. Les hommes font semblant de ne pas entendre ce qui est leur sport favori. Les pamphlets, ces textes malicieux et souvent venimeux, commencent à circuler, avec leurs insinuations et leurs caricatures. Rien n'est encore l'orage, mais l'air change. Vous sentez une humidité avant la pluie, une lente préparation. Vous restez pourtant dans un tempo doux, presque somnolent, parce que même l'inquiétude, ici, est enveloppée de velours. Les chandelles brûlent sans se presser. Les pas glissent sur le parquet, et vous regardez ce couple jeune, maladroit, emprisonné dans une attente publique, comme si l'intimité devait passer par un guichet.
Au bout de ces années, il y aura des bascules, des décisions, des changements, mais vous n'y allez pas encore. Vous restez dans ce moment suspendu où l'on attend, où l'on commente, où l'on interprète, où l'on respire à peine. Et tandis que la nuit s'épaissit sur Versailles, vous sentez l'histoire se préparer, très lentement, comme une couverture qu'on tire doucement sur les épaules. Vous sentez le palais changer de respiration avant même qu'on vous le dise. Ce n'est plus seulement le bruit des pas et le froissement des robes. C'est un autre murmure, plus concentré, plus impatient, comme une salle qui attend que le rideau se lève. À Versailles, quand une grossesse royale est probable, le château entier se met à marcher sur la pointe des pieds, tout en parlant beaucoup trop. La pression qui vous suivait déjà, cette idée qu'une dauphine doit réussir l'avenir, se transforme en une attente plus concrète, plus sonore, presque tangible. Le fait historique majeur, ici, est celui que tout le monde attendait comme un feu d'artifice silencieux. Après des années de rumeurs et d'incertitudes, la dynastie obtient enfin ce qu'elle exige. Un enfant, un héritier potentiel, une preuve. Et Marie-Antoinette, qui jusque-là se sentait souvent comme un costume trop serré, devient soudain le centre d'une autre cérémonie, celle de la maternité officielle. Vous la suivez dans des journées plus lentes, plus lourdes, où l'air semble plus épais, chargé de parfums et de conseils non sollicités. Les dames l'observent comme si elles lisaient une météo. Les médecins s'approchent avec cette douceur inquiète qu'ont les gens qui aiment trop les protocoles. Et vous êtes là, dans la chambre, dans les couloirs, dans les petits instants où elle pose la main sur son ventre et essaie de se rappeler qu'il s'agit d'elle, pas seulement de la France. La naissance du premier enfant, une fille, Marie-Thérèse, arrive dans un décor qui a tout du théâtre, mais un théâtre où l'actrice principale n'a pas demandé une salle pleine. Vous sentez l'odeur des draps chauffés, l'eau tiède, les bougies et surtout la présence humaine, trop dense. Les naissances royales sont publiques. Pas publiques au sens où tout le village entre avec des paniers, non. Publiques au sens où l'on veut des témoins, des garanties, une preuve que l'enfant est bien celui de la reine et pas, disons, un bébé arrivé par un couloir secret, livré avec une facture. Dans ce monde, la confiance a besoin d'une mise en scène. Quand enfin l'enfant est là, il y a une vague de soulagement, puis un tri immédiat des émotions. C'est une fille. Très bien. On sourit. On félicite. Mais dans un coin de la pièce, vous sentez aussi la petite déception muette de ceux qui attendaient un garçon, comme si une fille était une phrase incomplète. Marie-Antoinette, elle, regarde son bébé, et dans ce regard, vous percevez quelque chose de simple et de chaud, un attachement qui n'a rien à voir avec les traités. Même à Versailles, un nourrisson reste un nourrisson, petit, chaud, froissé, totalement indifférent au titre. Le temps passe, doucement, et vous voyez la maternité devenir une routine étrange, à la fois profondément humaine et terriblement organisée. Il y a des horaires, des visites, des règles pour approcher les enfants. Les berceaux ont presque des gardes. On pèse, on note, on compare. Vous avez envie de chuchoter. Laissez-les respirer. Mais les dynasties ne respirent pas, elles planifient. Puis vient un garçon, Louis-Joseph. Et là, Versailles se redresse comme un chat qui a entendu son nom. L'arrivée d'un dauphin, d'un héritier direct, c'est un apaisement politique. Le palais devient soudain plus lumineux, même si les bougies n'ont pas changé. Marie-Antoinette est félicitée comme on félicite un artisan d'avoir livré une pièce maîtresse. Mais dans l'intimité, si l'on peut encore appeler ça l'intimité, vous observez quelque chose de plus fragile. Marie-Antoinette s'attache à ses enfants avec une sincérité qui dérange parfois la cour. Elle veut les voir, les tenir, jouer avec eux. Elle n'aime pas toujours les laisser à distance, comme des objets précieux derrière une vitrine. Dans ce désir, il y a une modernité inattendue. Elle veut être une mère, pas seulement une figure. Et c'est là que le thème de ce soir, tout doucement, s'assombrit sans devenir brutal. Parce que ces berceaux, si applaudis, sont aussi des lieux de vulnérabilité. Les médecins du temps font ce qu'ils peuvent, avec leurs remèdes, leurs saignées parfois, leurs infusions,
leur certitude approximative. Les maladies d'enfance circulent, les fièvres arrivent sans prévenir, et la médecine du XVIIIe siècle ressemble souvent à quelqu'un qui répare une horloge dans la pénombre. Beaucoup de bonne volonté, peu de lumière. Vous commencez à comprendre que, dans cette histoire, 10 enfants ne signifie pas 10 vies longues et nettes, alignées comme des portraits dans une galerie. Cela signifie 10 présences, 10 espérances, 10 commencements et, pour plusieurs, des destins interrompus très tôt. Certaines grossesses s'arrêtent avant terme, discrètement comme un souffle qu'on retient. D'autres bébés ne restent que peu de temps, juste assez pour que le palais apprenne leur prénom, puis l'oublie en se raclant la gorge. On ne fait pas de grandes scènes, on ferme des portes, on abaisse les voix, on passe à l'obligation suivante. Une anecdote insolite, presque marginale, vous frappe au passage. La manière dont on traite les objets des enfants royaux. Les rubans, les petits vêtements, les jouets, tout devient souvenir officiel, parfois conservé, parfois transmis, parfois rangé comme une archive. Comme si le moindre hochet avait une valeur historique. Vous imaginez un inventaire. Un bonnet minuscule, 2 rubans, 3 soupirs et un avenir qui devait arriver. C'est étrange et tendre à la fois, et ça vous serre le cœur sans vous réveiller. Marie-Antoinette traverse alors une alternance de moments lumineux et de moments plus creux. Vous la voyez sourire avec ses enfants dans un coin plus calme, puis redevenir reine dès qu'une porte s'ouvre. Elle apprend à gérer 2 mondes, celui où un enfant attrape votre doigt et ne le lâche plus, et celui où l'on vous parle de cet enfant comme d'un symbole. Parfois, elle se réfugie dans l'humour, comme vous le feriez. Parfois, elle s'agace. Parfois, elle se tait longtemps, et vous sentez que c'est sa façon de tenir debout. Le temps apporte encore des naissances, Louis-Charles, puis Sophie, et d'autres grossesses dont certaines ne se transforment pas en enfance. Chaque arrivée est célébrée, chaque fragilité est redoutée. Et dans ce va-et-vient, vous percevez un paradoxe apaisant et triste. Le palais est immense, mais le bonheur tient dans une main minuscule. Le pouvoir semble grand, mais il ne protège pas des choses les plus simples, comme un rhume qui s'aggrave, une faiblesse qui s'installe, une petite vie qui décide de ne pas s'accrocher. Vous restez auprès de Marie-Antoinette quand elle comprend, peu à peu, que chaque berceau est une promesse, mais aussi une inquiétude. Elle s'attache quand même, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Elle aime, parce que c'est la seule chose qui ne soit pas une cérémonie. Et vous avancez avec elle dans cette douceur fragile, où les rires d'enfants se mêlent aux murmures des couloirs, où les rubans se nouent et se dénouent, et où l'avenir commence à prendre un goût légèrement métallique, celui de la peur qu'on garde polie. La nuit tombe sur Versailles, et vous entendez, très loin, un petit bruit de berceau, un grincement régulier, presque hypnotique. Vous vous laissez porter par ce rythme, en sachant que, derrière cette musique, l'histoire prépare déjà d'autres secousses. Mais pour l'instant, vous restez ici, dans une chambre chaude, une lumière douce, et une reine qui tente d'être mère au milieu d'un royaume qui compte, note et attend. Vous glissez hors des grands appartements comme on s'échappe d'une réception trop longue, avec cette sensation délicieuse d'enfin respirer, sans qu'un éventail vous analyse. Versailles reste derrière, immense et brillant, mais vous sentez déjà l'appel d'un endroit plus petit, plus doux, presque domestique dans l'imaginaire, ce qui, à la cour, est une idée franchement subversive. Marie-Antoinette a besoin d'un espace où les murs ne répètent pas tout ce qu'ils entendent. Alors vous la suivez vers le petit Trianon, ce domaine offert pour être un refuge, et qui deviendra, lentement, une pièce à conviction dans le grand procès des opinions. Là-bas, l'air semble changer de texture. Moins de parfums officiels, plus d'herbes humides. Moins de chuchotements organisés, plus de bruit simple, un pas sur du gravier, un oiseau qui fait son travail d'oiseau sans demander l'autorisation au protocole. Vous la voyez se détendre d'1 millimètre, puis de 2, puis d'1 centimètre. Et à Versailles, 1 centimètre de liberté, c'est déjà un scandale potentiel. Le fait historique majeur de cette section, c'est qu'elle se fabrique un monde à elle, avec ses codes, ses goûts, ses proches, un cercle choisi plutôt qu'imposé. Le petit Trianon,
puis le hameau de la reine, deviennent des espaces où elle peut jouer à être moins reine et plus personne. C'est une tentative de rééquilibrage, presque tendre. Si la journée vous transforme en symbole, alors le soir, quelque part, vous redevenez une femme qui veut marcher sans traîne de robe et sans témoin officiel. Vous entrez avec elle dans ce décor de retraite, de petits salons, de promenades, et vous la voyez faire quelque chose de très humain. Elle sélectionne. Elle choisit qui est là, qui ne l'est pas, qui a le droit de rire, qui a le droit de se taire près d'elle. À Versailles, la noblesse vit de l'accès, comme une plante vit de lumière. Alors, quand la reine ferme une porte, elle ne ferme pas seulement un battant, elle ferme une carrière. La douceur devient politique. Et puis, il y a la mode. La mode comme plaisir, la mode comme langage, la mode comme bruit. Marie-Antoinette n'est pas seulement une reine, elle est une tendance ambulante. Ses coiffures montent vers le plafond comme des architectures temporaires. On y place des plumes, des rubans, parfois des objets symboliques, comme si la tête devait devenir un panneau d'affichage. Vous sentez la poudre dans l'air, le léger parfum sucré, la sensation presque comique d'un monde qui se passionne pour la hauteur d'un chignon, pendant que le temps, lui, continue de faire son travail. Elle adopte aussi des vêtements plus simples, plus légers, qui font parler. La fameuse robe en chemise, une silhouette plus naturelle, plus blanche, plus aérienne, choque une partie de la cour parce qu'elle ressemble trop à la simplicité. Et la simplicité, à Versailles, est une provocation autant qu'un luxe. Dans ce petit monde choisi, elle s'entoure d'amis, de musique, de théâtre privé. On joue, on chante, on se promène. Elle cherche une normalité de poche, une normalité miniature. Et vous sentez que ce n'est pas seulement du caprice, c'est une stratégie de survie. Quand votre vie est un spectacle permanent, vous créez une coulisse. Quand tout le monde vous regarde, vous cherchez un endroit où l'on peut enfin ne pas être vu, mais juste être là. Le hameau, lui, ajoute une couche encore plus étrange, presque onirique. Un village décoratif, des chaumières, des jardins, des animaux, un théâtre de campagne à quelques pas des dorures. C'est la reine qui s'offre une pastorale, une idée de la vie simple, mise en scène, propre, sans bout sur les chaussures. Et c'est exactement le genre de détail qui peut être apaisant à raconter et incendiaire à commenter. Parce que l'époque est déjà sensible, le royaume a des tensions, des finances compliquées, et la perception publique devient un instrument tranchant. Au hameau, tout est conçu pour paraître naturel tout en étant soigneusement entretenu. Les petites maisons ont l'air rustiques, mais elles sont pensées, décorées, ordonnées. On veut le charme de la campagne sans ses inconvénients. Et vous vous surprenez à trouver ça très humain. Qui n'a jamais voulu le confort d'une couverture propre avec l'idée romantique de dormir sous les étoiles, sans les moustiques? Voilà. Marie-Antoinette, version 18e siècle. Je veux la nature, mais polie. Pourtant, pendant que vous vous promenez dans ces retraites, vous sentez l'autre monde, celui des pamphlets et des caricatures, se rapprocher comme un brouillard. Chaque détail de sa vie privée devient une histoire publique. Le fait qu'elle dépense, ou qu'on dise qu'elle dépense, devient une légende. La façon dont elle choisit ses amis devient une accusation. Ses robes, ses bijoux, ses fêtes, même ses silences, tout nourrit un personnage plus grand qu'elle, une Marie-Antoinette de papier, dessinée à la hâte, distribuée à la foule comme un feuilleton. Vous restez avec elle un soir de théâtre privé. La salle est petite, les rires sont plus faciles, les visages moins hostiles. Elle joue, elle écoute, elle applaudit. L'ambiance est presque chaleureuse. Et pourtant, même ici, il y a une tension. Ce monde choisi exclut le monde officiel. Les courtisans écartés bouillonnent, les jalousies s'empilent comme des coussins. Et le royaume, dehors, commence à grincer doucement sous des problèmes bien plus grands que la hauteur d'une coiffure. La vie quotidienne au Trianon a quelque chose de berçant. Des promenades, des goûters, des lectures, des échanges plus simples. On peut presque entendre le bruit d'une tasse posée sur une soucoupe, le froissement d'une page tournée, le pas lent sur une allée de jardin.
Marie-Antoinette, dans ces moments, semble se reconstruire par petites touches. Vous la voyez parler à ses enfants avec plus de présence, chercher une forme de normalité familiale, loin des grands rituels où l'on vous regarde aimer comme on regarde un tableau. Mais le personnage public, lui, continue de se solidifier. La reine devient une idée, une silhouette, une cible commode. Et vous comprenez, avec cette lucidité douce qui n'empêche pas de somnoler, que la mode et les retraites ne sont pas seulement des frivolités, ce sont des symboles. Et les symboles, dans une époque inquiète, pèsent plus lourd que les faits. Vous terminez cette marche au Petit Trianon avec une sensation étrange. Ici, tout est plus calme, plus tendre, presque apaisant. Mais le calme ressemble à celui d'un lac juste avant le vent. Les feuilles bougent à peine. Les lampes s'allument doucement. Et au loin, très loin, Versailles continue de respirer son grand air de palais, pendant que le royaume, lui, commence à changer de rythme. Vous sentez que l'air a changé, sans qu'aucun rideau ne l'annonce. Comme si, à Versailles, quelqu'un avait baissé le volume de la musique et monté celui des chuchotements. Les couloirs sont les mêmes, les dorures n'ont pas terni d'un coup, mais la patience collective s'effiloche. Il y a plus de regards de travers, plus de sourires qui ne montent pas jusqu'aux yeux, plus de conversations qui s'arrêtent juste quand vous approchez, ce qui est toujours un signe très rassurant, évidemment. Le royaume, dehors, n'est pas un décor. Il pèse, les finances sont tendues, les mauvaises récoltes reviennent comme des refrains, et l'État a cette élégante habitude de dépenser plus vite qu'il ne respire. Même si tout cela ne se résume pas à une seule cause, la sensation générale s'installe, quelque chose craque. Et dans cette ambiance, les symboles deviennent des cibles faciles. Vous avez un palais rempli d'apparat et un pays qui se demande pourquoi l'apparat semble manger la place de tout le reste. Marie-Antoinette, qu'elle le veuille ou non, devient l'un de ces symboles. Et un symbole, c'est pratique. On peut le blâmer même quand il ne parle pas. Vous la suivez à travers une nouvelle étape, plus sourde. Elle continue de chercher des bulles d'air au Trianon. Elle continue d'être mère, femme, reine, tout à la fois. Mais le climat de l'opinion, lui, ne s'adoucit pas. Les pamphlets circulent, plus nombreux, plus inventifs, parfois franchement absurdes. Ils la caricaturent, la ridiculisent, la transforment en personnage de feuilleton. Dans ce brouillard, chaque détail devient une preuve. Une robe, une preuve. Une promenade, une preuve. Un silence, une preuve. Et plus l'accusation est floue, plus elle est difficile à démentir. Marie-Antoinette peut bien être au Trianon, en train d'écouter un morceau de musique ou de jouer avec ses enfants. Quelque part, quelqu'un transforme cet instant en récit politique. Vous sentez cette injustice, douce amère, presque hypnotique. Une vie entière racontée par des gens qui ne l'ont jamais vécue. Et puis arrive l'histoire qui ressemble à une farce trop longue, mais qui se termine en dégâts réels. L'affaire du collier. Une histoire d'apparence brillante, lourde de diamants, et pourtant glissante comme du savon. C'est là que le monde se met à clignoter. Non pas par violence, mais par absurdité amplifiée. Vous êtes au cœur d'un Paris qui adore les intrigues comme on adore un dessert trop sucré. Un bijou gigantesque existe, un collier de diamants, incroyablement cher, conçu jadis pour plaire à une favorite royale avant que le projet ne tombe à l'eau. Les joailliers, patients, désespérés, très motivés par le remboursement, cherchent à le vendre. Et dans l'ombre, des gens cherchent à se faire un nom, ou une fortune, ou les deux. Vous entendez alors un nom qui va revenir comme une petite cloche inquiétante, le cardinal de Rohan. Un homme de haut rang, de grande ambition, qui aimerait désespérément regagner la faveur de la reine. Sauf que la reine, elle, n'a pas spécialement envie de lui tendre la main. À sa place, quelqu'un d'autre tend des promesses. Jeanne de la Motte, une femme habile qui connaît l'art de se glisser dans les fissures du prestige. Elle lui vend un rêve, celui d'une réconciliation secrète avec Marie-Antoinette, d'une intimité cachée, de l'être authentique qui n'ont d'authentique que l'encre. Et voici la scène la plus étrange, l'anecdote insolite qui semble sortie d'un théâtre, une rencontre nocturne dans les jardins.
Un rendez-vous mis en scène où une femme déguisée en reine, une figurante, une silhouette, apparaît dans l'obscurité, dit quelques mots, laisse une rose et disparaît. Vous êtes là, dans l'imaginaire, à regarder cette mascarade, et tout est si artificiel que c'en est presque joli. Presque. C'est le genre de moment où le mensonge porte une belle robe et se fait applaudir par l'ombre. Le piège se referme doucement. Le cardinal pense rendre service à la reine en achetant le collier pour elle, discrètement, en passant par des intermédiaires. Le collier change de main. Puis il se volatilise, pièce par pièce, diamant par diamant, vendu, dispersé. Et quand les joailliers demandent à être payés, la réalité fait son entrée, lourde, sans musique. Marie-Antoinette, en vérité, n'a pas commandé le collier. Elle n'a pas signé. Elle n'a pas voulu. Mais l'opinion, elle, adore les histoires où une reine dépense des fortunes en brillant pendant que le pays compte ses sous. Même si c'est faux, c'est crédible dans l'imaginaire de ceux qui ne l'aiment déjà pas. Voilà le mécanisme terrible. Quand votre réputation est fissurée, même les mensonges s'y installent comme des locataires. L'affaire devient publique. Et c'est là que le palais, qui aime tellement contrôler la mise en scène, choisit une option. Spectaculaire. Un procès. Une humiliation. Une démonstration. Le cardinal est arrêté avec fracas à Versailles, dans un lieu où l'on préfère d'habitude les humiliations en soi, pas en chaîne symbolique. Troisième blague légère, vous imaginez Versailles murmurer « Nous préférons les scandales discrets. Merci. Merci de déposer vos scandales bruyants à l'accueil. » Mais le scandale, lui, ne dépose rien. Il s'installe. Le procès suit son cours. On examine des lettres, des témoignages, des récits tordus. Les Parisiens en parlent comme d'un feuilleton du soir. Et même si des éléments finissent par montrer l'imposture, le mal est fait. L'acquittement du cardinal, dans l'esprit de beaucoup, n'est pas un triomphe de la vérité. C'est un clou de plus dans le cercueil de la réputation de la reine. Vous sentez l'injustice se transformer en fatigue. Marie-Antoinette est furieuse, blessée et surtout consciente d'une chose glaciale. On peut prouver qu'on est innocent et rester coupable dans l'imaginaire collectif. Vous la voyez, dans un salon plus calme, respirer un peu plus fort que d'habitude. Ses proches essaient de la rassurer. On lui dit que l'affaire passera. Mais les histoires comme celle-ci ne passent pas. Elles s'incrustent. Elles deviennent une étiquette. Et l'étiquette, à Versailles, colle mieux que la colle. Pendant ce temps, le royaume continue de grincer. Les discussions sur les réformes, les impôts, les privilèges s'intensifient. La cour semble parfois vivre dans une bulle, mais la bulle résonne. Les murmures entrent. Les inquiétudes s'accrochent aux tentures. La reine, elle, garde ses enfants près d'elle quand elle le peut, comme si la famille était une petite île. Mais même cette île est surveillée. Vous terminez cette section avec une sensation de lumière trompeuse. Des diamants ont brillé, mais c'est une brillance qui a laissé des ombres. L'affaire du collier n'est pas seulement une histoire de bijoux. C'est un moment où la confiance publique se déchire un peu plus, où l'on comprend que la réalité et la réputation peuvent marcher dans des directions opposées. Et vous, doucement, vous suivez Marie-Antoinette dans ce couloir plus froid où chaque pas résonne comme un avertissement poli. Vous sentez la musique s'éloigner, comme si quelqu'un, très poliment, avait décidé de ranger l'orchestre dans un placard. À la place, il y a un autre son. Des pas plus rapides, des portes qui claquent un peu moins doucement, des voix qui se superposent au lieu de se saluer. Versailles, d'habitude si sûr de ses règles, commence à donner l'impression d'un grand salon où l'on aurait déplacé les meubles sans prévenir. Et vous avancez avec Marie-Antoinette dans ce nouveau tempo, plus nerveux, plus sec, tout en essayant de garder la même respiration lente, celle qui aide à dormir même quand l'histoire se met à courir. La révolution s'installe et finit par avaler la monarchie. Les États généraux se réunissent, la tension monte, les symboles changent de sens, et bientôt la famille royale n'est plus seulement une famille royale. Elle devient un problème politique à garder sous contrôle. Vous n'êtes pas dans un récit qui crie, mais dans un récit qui grince. Un monde ancien se déplace,
lentement au début, puis d'un coup, plus vite, comme un grand meuble qu'on tente de pousser sur un parquet fragile. Marie-Antoinette, vous la regardez dans ces jours où elle doit apprendre un nouveau rôle, celui de reine en crise. Elle n'a jamais été formée pour le chaos. On l'a formée pour l'étiquette, pour l'image, pour la continuité. Et la continuité, soudain, se met à trembler. Elle s'accroche à ses repères, les enfants, les rituels, quelques visages fidèles. Vous sentez la tension dans ses épaules, cette manière de se tenir plus droite quand tout devient plus instable, comme si le dos pouvait empêcher le monde de tomber. Et puis, il y a ce moment étrange où l'on vous dit, avec une calme absurdité, la famille royale va quitter Versailles. Pas pour une tournée triomphale, non. Pour être ramenée à Paris, sous surveillance. Vous imaginez l'ironie douce. Des siècles à faire venir tout le monde au château. Et maintenant, c'est le château qui devient inutile, presque dangereux. À Paris, l'air est différent. Plus dense, plus bruyant, plus immédiat. La famille s'installe aux Tuileries, un palais qui ressemble moins à un théâtre parfait et plus à une maison surveillée. Vous sentez le changement dans les détails, les gardes, les regards, les horaires. Tout est encore royal dans le vocabulaire, mais la sensation de liberté s'est rétrécie. Marie-Antoinette, qui avait cherché des retraites pour respirer, se retrouve dans une cage dorée, et la cage, cette fois, a des serrures. Vous la voyez alors faire quelque chose de très humain. Elle calcule. Elle écrit, elle consulte, elle espère. Elle ne veut pas seulement survivre à la journée, elle veut sauver ses enfants. Dans ce monde où les symboles sont devenus dangereux, un enfant royal n'est plus seulement précieux, il est stratégique. Les berceaux deviennent des enjeux, les prénoms deviennent des drapeaux, et vient la nuit de la fuite, l'épisode qui a le rythme d'un rêve mal ajusté, la tentative d'évasion. Vous êtes avec eux, dans cette préparation presque irréelle. On choisit des vêtements, des itinéraires, des identités de passage. Vous entendez le froissement du tissu, le petit bruit d'une porte qu'on ouvre très lentement, comme si la discrétion pouvait devenir une couverture. Ils partent dans une berline, avec des enfants qu'il faut calmer, avec des adultes qui doivent rester calmes, avec une route qui s'étire comme une phrase trop longue. La fuite, pourtant, n'est pas seulement un trajet, c'est une accumulation de petites maladresses et de décisions lourdes. On s'arrête trop, on hésite. On garde un confort royal là où il faudrait être léger, et l'histoire parfois n'a pas besoin d'un grand mur pour vous arrêter. Elle se contente d'un détail. Vous arrivez à Varennes et la reconnaissance se fait. Des visages se figent, des portes se ferment, la route se coupe. Le moment est à la fois dramatique et étrangement banal. On vous reconnaît, on vous retient, et tout le monde essaie de rester poli pendant que le destin change de direction. Vous les voyez revenir à Paris sous surveillance, et c'est là que l'atmosphère devient plus lourde, comme si l'air avait pris du poids. La confiance, déjà fragile, s'effondre davantage. La famille royale apparaît désormais, aux yeux de beaucoup, comme une famille qui a voulu quitter la scène au lieu de rester pour la pièce. Marie-Antoinette sent bien que le sol se dérobe. Elle se ferme davantage, mais son instinct maternel, lui, s'ouvre, protégé, protégé, protégé. Une anecdote insolite se glisse ici, presque comme un détail de film. L'importance des papiers, des passeports, des déguisements, des faux noms. Tout un monde d'encre et de signatures où la liberté dépend d'un bout de papier bien rempli. C'est fascinant, d'une manière presque apaisante. L'histoire la plus grande peut se coincer dans une enveloppe. Vous imaginez, très doucement, un tampon administratif qui décide du sort d'une dynastie. Le destin, parfois, tient à un formulaire mal plié. Ensuite, la captivité se resserre. Vous sentez la progression. D'abord la surveillance, puis l'enfermement plus strict, puis le transfert au temple. Le temple, un mot qui sonne presque spirituel, mais qui devient surtout un endroit de séparation. Vous entrez avec eux dans cette routine de prison, où les journées se ressemblent, où l'on compte les heures, où l'on écoute les bruits de la ville sans y participer. Marie-Antoinette s'accroche à des gestes simples, arranger une mèche d'un enfant, lisser un vêtement, raconter quelque chose de neutre,
juste pour faire passer le temps comme on fait passer une cuillère dans une tasse de tisane. Les enfants, eux, vivent en la confusion avec leur corps d'enfant. Ils ne comprennent pas tout, mais ils comprennent l'essentiel. Le monde n'est plus stable. Leurs habitudes changent, leur jeu se raréfie, leurs parents deviennent plus silencieux. Vous regardez Marie-Antoinette les observer dormir, comme si le sommeil était la seule chose qu'on ne peut pas lui confisquer tout de suite. Et puis les séparations commencent, celles qui font mal sans avoir besoin de mots durs. On éloigne d'abord des proches, des serviteurs, des amis. Ensuite, on sépare les membres de la famille. Le moment le plus glaçant, parce qu'il est si administratif, c'est quand on arrache un enfant à sa mère au nom d'une décision politique. Vous ne décrivez pas la violence en détail, vous n'en avez pas besoin. Il suffit de sentir le vide qui s'installe dans une pièce quand un petit pas ne s'y fait plus. Vous voyez Marie-Antoinette tenter de rester digne parce que la dignité est devenue sa dernière armure. Elle est reine, mais elle est surtout mère, et la mère n'a plus le pouvoir. Elle parle doucement, elle garde des gestes calmes, elle essaie de déposer du courage dans les yeux de ses enfants comme on dépose une couverture sur leurs épaules. Et vous ressentez cette tristesse particulière qui ne crie pas, celle des adieux répétés, des adieux qui n'osent pas se dire adieu. La nuit, au temple, a une texture lourde. Les murs gardent la fraîcheur. Les bruits de Paris montent comme un souffle lointain. Vous vous tenez là, dans cette chambre où l'on essaie de créer un foyer avec presque rien. Marie-Antoinette écoute les respirations, compte les secondes, imagine des issues, et malgré tout, elle continue de faire une chose très simple, presque apaisante. Elle aime ses enfants, même quand l'histoire leur retire l'espace pour être aimés. Vous terminez cette section avec une sensation de porte qui se referme doucement, mais définitivement. La fuite a échoué. La captivité a commencé. Et la famille, autrefois entourée de courtisans, se retrouve réduite à quelques présences, quelques silences, quelques mains serrées. Dans ce calme forcé, vous sentez déjà l'étape suivante approcher, comme un pas dans un couloir, le pas qu'on entend avant de voir la personne. Mais pour l'instant, vous restez dans ce rythme lent, dans ce souffle retenu, dans cette nuit où l'on s'endort en espérant que le matin sera plus doux. Vous avancez dans un silence plus épais, un silence qui n'a plus besoin d'être expliqué. Les murs sont plus proches, les jours plus courts, et le temps semble avoir adopté une manière étrange de s'écouler, parfois trop lent, parfois brutalement rapide. Vous êtes toujours là, avec Marie-Antoinette, mais le monde autour d'elle s'est réduit à quelques pièces, quelques visages et beaucoup d'attentes. L'histoire, maintenant, ne se cache plus derrière des rubans. Elle entre sans frapper. La fin de Marie-Antoinette comme reine, puis comme figure protégée. Le procès arrive comme un mécanisme déjà enclenché. Vous la voyez convoquée, déplacée, interrogée. Les mots deviennent des armes polies. On lui demande de répondre, de se justifier, de devenir un récit cohérent dans un monde qui ne cherche plus vraiment la cohérence. Elle est fatiguée, amaigrie, mais étonnamment droite. La dignité, chez elle, n'est plus une posture, c'est une habitude profonde, presque automatique. Mais avant même la fin qui s'annonce, il y a quelque chose de plus diffus, de plus long. Le destin de ses enfants, éclaté, fragmenté, comme un miroir brisé. Vous les voyez un à un, non pas tous ensemble, car l'histoire ne leur offre pas ce luxe, mais comme des silhouettes qui passent dans des couloirs différents. Marie-Thérèse, la première, celle qui a survécu assez longtemps pour se souvenir. Vous la voyez enfant, puis adolescente, absorbant les silences, les pertes, les absences. Elle apprend trop tôt à se tenir droite, à écouter sans parler, à survivre intérieurement. Elle deviendra celle qui portera la mémoire, ce qui n'est pas un cadeau léger. Être la survivante, c'est parfois la charge la plus lourde. Louis-Joseph, le dauphin fragile, celui sur qui tant d'espoir avait été projeté, s'éloigne déjà dans le passé. La maladie l'a emporté avant que le monde ne bascule complètement, comme s'il avait quitté la scène avant le dernier acte. Vous le sentez comme une absence douce, un prénom qu'on ne prononce plus qu'à mi-voix. Puis il y a Louis-Charles, le petit, celui que l'histoire appellera « roi sans royaume ».
Vous n'entrez pas dans des détails durs, vous n'en avez pas besoin. Il suffit de sentir la solitude, l'isolement, le fait qu'un enfant devienne un symbole trop lourd pour ses épaules étroites. Vous imaginez ses journées ralenties, ses repères effacés, son enfance dissoute dans une pièce trop grande pour lui. Marie-Antoinette, séparée de lui, continue pourtant de penser à sa respiration, à son sommeil, à des choses très simples. Une mère ne cesse pas d'être mère quand on lui ferme une porte. Sophie, la petite, n'est restée qu'un souffle, une présence brève, presque irréelle. Vous la percevez comme une lumière douce qui n'a pas eu le temps de devenir un souvenir construit. Et il y a encore d'autres grossesses, d'autres enfants à peine entrevus, des vies qui se sont arrêtées avant même de pouvoir être racontées. 10 enfants, ce n'est pas 10 récits complets, ce sont 10 commencements, 10 possibles, dont beaucoup n'ont jamais eu le temps de devenir autre chose que des promesses. Et Marie-Antoinette, au milieu de tout cela, continue d'avancer. Son procès se déroule dans une atmosphère tendue, mais presque mécanique. On l'accuse, on la questionne, on la transforme en symbole final de ce qu'on veut effacer. Elle répond avec une sobriété qui étonne même ceux qui la jugent. Vous sentez qu'elle n'essaie plus de convaincre le monde. Elle essaie seulement de rester entière. Dans ces derniers jours, le rythme ralentit encore. Les gestes deviennent plus simples. Une chaise, une table, une fenêtre. La lumière du matin entre sans demander d'autorisation. Vous êtes là, avec elle, dans ce temps suspendu, où l'on pense moins à l'avenir qu'au fait de respirer calmement. Elle pense à ses enfants, elle pense à ceux qu'elle a perdus, elle pense à celles qui restent. Vous sentez que ces pensées ne sont plus des stratégies, mais des souvenirs, des images floues, des sensations. Un rire, une petite main, une promenade, un moment sans public. Quand la fin arrive, vous ne la décrivez pas comme un choc, mais comme une conclusion froide, administrative, presque silencieuse. Le monde continue. Les pas résonnent, les portes s'ouvrent et se ferment. Et quelque part, très loin de ce lieu, les destins des enfants continuent de se dérouler, chacun à sa manière, dans l'ombre longue de cette histoire. Après elle, il reste des traces. Pas seulement des portraits ou des objets, mais des trajectoires humaines marquées par la perte, la survie, l'exil. Marie-Thérèse traverse les années avec cette mémoire lourde. Les autres enfants, eux, restent comme des notes de bas de page que l'histoire n'a jamais développées. Et vous comprenez alors quelque chose de très simple et très apaisant. Le pouvoir ne protège pas de la fragilité. Les titres n'empêchent pas les séparations. Et même les vies les plus observées peuvent se dissoudre doucement, sans bruit. Vous laissez l'image se flouter. Les murs s'éloignent. Les voix se taisent. Il ne reste plus qu'un fil tranquille. Celui d'une femme, d'une mère et de ses enfants, emportés chacun à leur manière par un siècle qui change trop vite.